Donc je les félicite déjà pour leur excellente présentation. Alors, j'ai pu apprécier bien évidemment les problématiques exposées, avec beaucoup d'humour d'ailleurs, des exemples concrets. Maintenant, je me demande aussi une question, enfin, je pose une question, c'est celle qui est en amont de ces problématiques. Ce sont les bâtiments intelligents qui vont aider à peut-être introduire cette intelligence artificielle au niveau de notre quotidien. Et je me rappelle être rentrée de mes études déjà en 89, et la problématique des bâtiments intelligents était déjà posée. Mais ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui, ce sont des opérateurs qui nous ont donné accès à des réseaux 2G, 3G, 4G, mais en aucune façon permis cette infrastructure d'être et ce câblage de nous aider dans cette évolution réelle qui est le service. Alors je ne sais pas si l'un ou l'autre ou les deux peuvent nous dire si pour les exemples que vous avez cités, il y a eu justement, en dehors de ce qu'on a pu utiliser, des satellites, des réseaux, réellement un travail sur les infrastructures. Vous avez évoqué les autoroutes, mais je pense que c'est la base. Et on n'en parle pas suffisamment, on ne crie pas suffisamment, de façon à ce que ça puisse être le support déjà, et le début de la révolution numérique et digitale. Merci. Donc on prend d'autres questions. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je remercie M. Straff et M. Gaïna sur la qualité de l'intervention et ça nous a appris pas mal de choses. Donc, et merci à Rosine pour ces événements qui aident à promouvoir pas mal de sujets. Je me présente, je suis Mohamed Amil Fadli, je suis expert dans la cybersécurité de la data privacy. Mais bon, je crois que ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais là, on aborde une problématique de l'adoption de la transformation digitale pour tous les Marocains. Donc, je crois qu'on aborde cette problématique seulement du côté entreprise, sur les infrastructures, sur les choses qu'elles doivent mettre en place pour vraiment faciliter la chose à l'être humain. Or, on a le dark side of the moon ou autre, c'est l'utilisateur final. Donc déjà, on est face à une population hybride, une ancienne génération qui ne sait pas manipuler un téléphone portable et qui se base seulement sur ses déplacements ou qui se base sur leurs enfants pour qu'ils puissent les guider à faire des choses. Et on est face à une génération qui ne va pas être prête pour le moment, mais qui va vraiment être prête d'ici les 5 ou les 10 prochaines années. Donc ça c'est la première des choses. Comment on va s'inspirer sur l'évolution de ces pays que vous avez présentés, le Rwanda, l'Inde et l'autre, sur la façon comment on doit adopter de manière très facile cette transformation digitale. Le deuxième point c'est le côté infrastructure. Donc on parle sur la partie tout ce qui est connectivité et tout ça, donc je sais pas, on n'est pas toujours au top. Donc si on parle accès des services à distance, parfois, je vais citer quelques exemples, on part chez un opérateur télécom pour payer une facture, et là, son système, il est en panne parce qu'il n'arrive pas à se connecter au serveur central. Donc, alors que c'est un opérateur télécom et gère ses liaisons télécom. Ça, c'est une deuxième problématique. Une troisième problématique, quand on parle par exemple de Muqata'a pour valider quelque chose, vous allez voir l'état des PC qu'il utilise. Peut-être qu'il travaille toujours sur un Pentium 2 ou Pentium 3, avec des applications qui plantent tout le temps, et on attend 1 heure, 2 heures, 3 heures pour faire sortir une décision. Ça, c'est le troisième point. Donc, je crois que c'est vraiment un écosystème qui est lié
Et aussi, il y a un quatrième point, on parle de... C'est vrai, il y a les banques qui sont très avancées côté transformation digitale, mais par exemple, si on veut demander un visa, donc on est obligé, c'est vrai, on va se connecter au portail de la banque, on va télécharger les relevés de banque, mais on est obligé de se déplacer à la banque, avec les embouteillages de Casa par exemple, pour perdre 2 heures, 3 heures, et cacheter ces relevés. Alors que derrière, on a Post Maroc qui délivre les certificats numériques classe 3 qui vont identifier la personne avec l'horodatage, avec pas mal de choses. Donc pourquoi, c'est-à-dire pour ces services qui sont développés, pourquoi on n'arrive pas toujours à intégrer la signature numérique et comment on va faire adopter de la transformation digitale pour que tout le monde puisse y bénéficier. Quelles sont les étapes? Parce qu'on ne va pas devenir comme le Rwanda ou l'Inde ou autre pays du jour au lendemain. C'est vrai, on est ambitieux, mais est-ce qu'on a vraiment une feuille de route concrète pour qu'on puisse, et on va se donner 5 ans, 2 ans, 3 ans pour arriver à ce but? Et comment on doit faire ça? Merci. Donc, encore une autre question, seulement. C'est bon, on peut répondre à cette question par la suite. Il y a une personne là. Merci. Je remercie d'abord pour nous avoir permis de côtoyer ces experts autour de problématiques très haut niveau. J'ai une question particulièrement adressée à M. Spratt. Nous avons effectivement vu les exemples intéressants de l'Inde, de l'Estonie, de la Rwanda. Mais je crois que le registre national de la population en cours d'implémentation, particulièrement par le ministère de l'Intérieur, c'est un petit peu ça. Aussi, le portail central des procédures administratives qui est hébergé par le ministère de l'Industrie et du Commerce joue aussi ce rôle de guichet unique des procédures administratives, pas tout à fait transactionnel, mais néanmoins, ça va en s'améliorant. Aussi, on voit des guichets uniques par-ci par-là, les centres régionaux d'investissement qui offrent aussi ces services de guichet unique. Je reviens à la question du registre national de la population, qui, au-delà d'être simplement un registre, c'est également une plateforme d'authentification. C'est voué à devenir une plateforme d'authentification centrale à la disposition des autres services publics. Et j'ai été surpris un peu de voir dans votre exposé que vous n'aviez pas fait allusion à ce projet tant attendu, le registre social aussi. Voilà ma question. Merci. Je suis Sbahi de Maroc Data Center. Moi, en fait, je me rappelle lorsqu'on parlait de Maroc numérique 2013, il y avait ce qu'on appelait une gateway gouvernementale. 2013, donc c'était avant, ça devait être fini en 2013. Où est-ce qu'on en est dans cette gateway? Est-ce que c'est un souci de link entre les responsables IT, les responsables et tout cela? Est-ce qu'on a une idée un petit peu où c'est que ça en est? Merci. D'accord, donc on procède à la partie réponse. Donc, si Yassine vous permettez de commencer. Bien sûr. Vous m'entendez? Très bien. Et vous m'excuserez, je ne vais pas commencer par le même ordre, mais on reviendra à ça. Je vais commencer par la fin. Effectivement, il y a une gateway qui a été acquise par la direction d'économie numérique du ministère de l'Industrie, qui est une gateway qui est plutôt de bonne qualité. IBM, des bons standards 2013. Donc l'infrastructure est là, mais malheureusement aujourd'hui, elle n'est presque pas utilisée.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu cette réflexion, même en amont, d'identifier quels sont ces use cases, quels sont ces ministères qui vont l'avoir, quel est cet ancrage, et qu'on construise de bout en bout cette gateway. L'infrastructure n'est pas la question, mais le rouage de toute l'administration, de prendre un projet, de le construire de bout en bout, c'est ça aujourd'hui qui manque. Donc l'infrastructure est là, mais les usages ne sont pas là. Chacun continue à le faire son truc de manière séparée. C'est pour ça que, et malgré la volonté qui existe, c'est pour ça que je le dis, pour moi, une des premières priorités, et ça nous celle de la vision tout à l'heure, c'est l'ancrage. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut demander à l'administration, aussi performante soit-elle, de venir donner l'agenda, les obligations et les contraintes techniques à notre administration? Ça ne marche pas malheureusement. Si ce n'est pas ancré en haut, s'il n'y a pas quelqu'un qui dit voilà, c'est comme ça et que comme ça, ces choses ne marcheront pas malheureusement. Et c'est vrai pour le Rwanda, c'est vrai pour l'Inde, c'est vrai pour ainsi de suite. Donc pour répondre à cette question. J'ai pratiquement la même remarque sur le registre national, qui je pense est une initiative extraordinaire, qui a été d'ailleurs très fortement inspirée du cas indien. Je pense qu'ils ont visité d'ailleurs l'Inde pour comprendre les spécifications. Et qui, je pense que, si elle est bien utilisée, ça pourrait devenir la colonne vertébrale de l'administration digitale de demain. Le potentiel est énorme. Le risque que moi je vois, et je n'ai jamais discuté avec les responsables de ce sujet, c'est attention à ce que ça ne soit pas la même chose que la carte nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons déjà un outil qui est exceptionnel, qui est la carte nationale, avec un identifiant unique, avec un niveau de sécurité de ce qu'il vaut, etc. Ils peuvent mieux faire, mais on a déjà une base pour pouvoir, et que c'était la promesse qu'on nous a faite, ça fait 15 ans. De demain, vous n'avez plus besoin d'aucun document, toutes les informations sont à l'intérieur, c'est génial, ça coûte très cher. 15 ans après, on n'a rien fait. Donc, c'est un formidable outil, ça peut être quelque chose d'extraordinaire pour le pays, j'espère juste qu'il sera utilisé en tant que tel, et qu'il sera ouvert aux autres administrations, pour que demain on utilise ou bien ce registre social, ou bien ce registre national ANPG, pour qu'elle devienne la référence, pour connecter aussi les autres administrations de ce service. Et ce n'est pas gagné. Ce n'est pas seulement le cas, c'est comment est-ce qu'on fait marcher tous les cas autour de cette colonne vertébrale. Je ne sais pas si c'est clair. Donc c'est une super opportunité, essayons de dire. Je ne sais pas si tu veux. Merci pour vos questions intéressantes qui montrent aussi l'intérêt autour du sujet. Je vais peut-être répondre à la partie gauche du public. Je pense que ni moi ni Cesrat ne représentons l'État. Donc pourquoi ça ne marche pas, il faut demander à l'État. Pourquoi les infrastructures ne sont pas là, il faut demander à nous. Je pense que l'objectif c'était de montrer ce qui est faisable, de faire la projection. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est pas comme ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas Adar? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ci? C'est pas nous. On essaie d'ouvrir l'esprit sur ce qui pourrait être fait. Et à bon entendeur. Maintenant, sur le niveau de qualification de l'usager, moi je donne toujours l'exemple d'Arijar Molbota. Il utilise WhatsApp, il n'utilise pas la blockchain et l'intelligence artificielle et le cloud. Il a un numéro WhatsApp, مصورة فيه بوطة كتشوفو كتعيط له يتسالى فيها البوطة جيب البوطة. J'aurais aimé qu'il n'y ait ni blockchain, ni intelligence artificielle, ni portail, qu'il y ait une photo fait un مقدم. Je lui envoie sur WhatsApp 24 heures sur 24. J'ai besoin d'un certificat d'habitat, mon adresse. De toute façon, il a les numéros de téléphone. Je le bip, il me fait ce que je veux. C'est-à-dire, il faut descendre au niveau des usages. L'approche technologique, elle est immensément infinie, mais les usages sont là. L'Afrique, aujourd'hui, le cas du mobile banking nigérian est en train d'être déployé au Pakistan. Mobile banking, low technologie, pour la première fois au Pakistan, les policiers connaissent leur vrai salaire. Parce qu'ils sont payés directement à la manière de Adar, qui touche directement la cible. Parce qu'avant,
le policier était payé par la commune, où l'argent arrivait depuis la région, qui arrivait depuis la préfecture, qui arrivait depuis... Donc le policier, quand on vient et qu'on lui dit c'est ta part, c'est son salaire, en fait c'est sa part de son salaire. C'est-à-dire il y a tellement de gens qui se sont servis qu'ils ne connaissent pas en fait son vrai salaire. Mais ils ont pris une solution africaine de mobile banking qui fait arriver l'argent directement sur son téléphone portable. Et ça marche. Descendant, si l'utilisateur n'est pas au niveau de connaissances intellectuelles qui nous permettrait de lui faire utiliser le portail numérique uniforme, machin, descendant à son niveau, faisons-lui un truc qu'il peut utiliser. C'est bête dit comme ça, mais c'est comme ça que ça peut marcher. Autrement, il n'y a pas de miracle. Et désolé de revenir à cette histoire de portail. Le portail, la plateforme interministérielle, etc., on en parle depuis 2014 officiellement. Les meilleurs textes qui ont été écrits décrivant ce magnifique outil datent de 2014. On est en 2019, les textes sont toujours là, mais pas à l'usage. Et sincèrement, il faut prendre des cas qui marchent et des success stories marocains. Portnet. On l'a fait avec des compétences marocaines. On a résolu des problèmes techniques, métiers. On a réussi à construire quelque chose qui marche. Le portail, c'est le même problème ailleurs. C'est de l'interopérabilité, c'est la coordination de process, la coordination de métiers, la revue de la réglementation. Malheureusement, ce sera terminé par la réglementation, mais dans notre mindset, on commence par la réglementation. Et comme le cycle de la réglementation est très lent, ça bloque tout le reste. On attend d'avoir la réglementation qui doit être là. Et après, on verra les usages. Au CRL. Le cycle législatif est très long. Le cycle technologique, peut-être que quand la réglementation arrivera, la technologie sera obsolète. Et pour revenir à Hadar, c'est un fork du Hadar et indien qui est en train d'être mis en place au Maroc. C'est-à-dire c'est la même solution. C'est non seulement mêmes usages, mais technologiquement, il y a des Indiens dans l'histoire. Je pense que c'est ma... Juste par rapport à la partie... C'est un handicap pour généraliser la dématérialisation du service public. Là, je prendrais typiquement l'exemple rwandais. Le Rwanda n'a pas déployé la 4G. Il a dit, soit c'est la 4G, soit c'est la fibre, soit c'est les deux, ça sera la fibre. On saute un pas. Mais il y a une vision derrière ça. C'est-à-dire, il y a une vision. Il faut vouloir le faire pour le faire. Sinon, la 5G va déployer la 5G. La 6G, mais avec aucune vision d'usage. C'est-à-dire, notre administration n'utilise même pas le modèle 56K, mais à côté de l'administration, il y a une fibre optique qui passe. Donc, l'infrastructure n'est pas le problème, c'est la réponse. Trouvez la question, on vous donnera la bonne réponse. Alors, toutes les technos utilisés par je dis bien, le catalogue de technologies utilisées par tous les pays qu'on a vus, c'est le même. Mais ils ont posé des questions différentes. Le Kenya a ses problèmes, l'Inde a ses problèmes, le Rwanda a ses problèmes, et chacun a formulé sa question. Et quand la question était claire, les réponses étaient différentes. Vouloir attaquer le problème uniquement en raisonnant sur les technologies et sur ce qui est disponible, alors de toute façon, c'est les mêmes technologies partout. Donc, si vous n'avez pas de questions, nous n'avons pas de réponse à vous donner. Donc, pour moi, l'infrastructure n'est pas un problème. Non, j'adore la réponse et j'y adhère à 100%. Faites attention parce que l'infrastructure est extrêmement coûteuse. Et les stratégies drivées par l'infrastructure, moi, me font toujours très peur. L'infrastructure vient après que l'usage, le citoyen, tout ce qui va avec, et l'infrastructure arrive en complément. Et ça va être la base, mais attention à ne pas se dire il me faut l'autoroute. Je comprends, est-ce que c'est le bon endroit? D'abord, où est-ce que je veux aller? Maintenant, ma remarque d'infrastructure, c'est qu'il y a deux types d'infrastructures. L'infrastructure comme enabler et l'infrastructure comme usage. La bonne nouvelle, c'est que globalement, la deuxième, c'est-à-dire l'infrastructure en tant qu'usage, tous ces points physiques, les canaux mobiles ou autres sont censés massivement
les réduire. Ce qui a commencé en Europe, la grande nouvelle cette année, en 2018, ça a commencé au Maroc, je ne sais pas si vous le savez, mais pour la première fois, il commence à y avoir des fermetures d'agences bancaires. Donc, ça arrive et vraisemblablement, ça va beaucoup s'accélérer au cours des prochaines années. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on arrive à faire à distance, un vrai plus. Mais regardez le potentiel que l'on peut faire. Regardez le coût que ça coûte de construire 4-5 agences par rapport au coût que ça coûte de construire une vraie application end-to-end, avec le process, l'organisation qui va avec. Ça peut être une vraie opportunité pour les utilisateurs. Maintenant, la partie infra, enabler, ça c'est vrai. Il faut faire les bons choix. Et c'est des vraies questions stratégiques. Ça coûte cher. Le délai d'exécution est critique. Si ça prend 10 ans et qu'on a une autre et qu'il faut encore réinvestir sur les usages, ça peut casser des États à cause de ça, l'Australie en est. Et sur la partie usage, encore une fois, je suis complètement d'accord. Moi, j'aime beaucoup cet exemple chinois qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'est il y a de cela 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Eh bien, il y a des choses qu'on aurait dû faire avant, mais on ne les a pas fait. Maintenant, faisons-le tout de suite. Donc on arrête l'hémorragie. Le niveau d'éducation, aujourd'hui, je crois qu'il y a 8 téléphones sur 10 qui se vendent au Maroc sont des smartphones. Ce qui est une excellente nouvelle. Le niveau de lettrisme baisse. Donc, quand on se projette, qui est normalement le temps de réussir une transfo, sortir des use cases, faire le truc, ça prend du temps, on doit regarder demain, tout en étant clair que de toute façon il va rester des usages qui vont être physiques, qui vont être propres à la population marocaine, avec ses caractéristiques, et sur lesquels des exemples ont été développés ailleurs, des gens qui ne savent pas lire, des gens qui ne voient pas, qui utilisent digital, par le son, par autre. Donc c'est jamais un problème. Donc, il y a d'autres questions? Une question ici. Bonsoir. Oui. Voilà, c'est Madame Ouezeni, je suis responsable Digital Innovation IT à l'ONCF, donc c'est le sujet bien sûr. J'aimerais vous remercier pour la qualité de vos prestations, c'était vraiment très intéressante. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que franchement, je n'avais pas envie de poser aucune question parce que vos prestations ne donnent pas envie de poser des questions, mais au contraire, de pousser à la réflexion. Là, ça donne envie de rêver et de réfléchir. Voilà. Maintenant, peut-être que j'aurais une petite question à vous poser à M. Strack, c'est que vous avez dit que, plutôt que j'ai envie de réfléchir à ça, c'est que vous avez dit que vous avez posé une question. Pourquoi pas au Maroc? Ce qui se passe en Estonie, bien sûr, les beaux exemples. Maintenant, pourquoi pas au Maroc? Vous avez dit qu'il suffit que la question doit porter, le projet doit être porté à haut niveau, et puis il faut qu'est-ce que vous avez dit d'autre? Je pense qu'il faut... L'ancrage est très important. L'ancrage, oui. La focalisation sur ces use cases, parce que c'est des projets qui sont lourds. Tout le monde n'y croit pas aujourd'hui. Se focaliser sur une dizaine de cas à fort impact, clair, les réussir, ça va entraîner une dynamique. On n'essaie pas d'en faire 100. Et l'urgence, et la notion d'urgence, voilà. Oui. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que, est-ce que vous pensez vraiment que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant de porter haut, que ça soit porté très haut, et qu'il y ait la notion d'urgence? Parce que vraiment, moi j'ai beaucoup pensé à la question, et je ne fais que penser, je pense digital et je réfléchis digital, du matin au soir. Mais franchement, ça ne marche pas. Oui, ça marche. Donc, je pense qu'il y a autre chose. Je ne sais pas quoi, mais il y a autre chose, et je vous demande aussi de réfléchir à la question. Il y a une autre question. Je me permets de rebondir, parce que vous avez posé votre question à Cesrat, mais vous avez un cheminot ici sur la... J'ai vécu mes premières années dans le train Marrakech-Rabat et je suis fier d'avoir appartenu à cette famille. Et je suis jaloux et je suis très susceptible quand je vois qu'il y a des petites choses qui ne vont pas bien chez l'ONCF. Je l'ai déjà dit auparavant. Moi, je suis très digital. Moi, je ne m'arrête pas au soir. Ça continue, même quand je dors, ça continue. Et un jour, j'avais un train à prendre à 6h du matin, et puis je me suis dit, tiens, je vais acheter mon billet électronique
juste avant d'aller dormir, comme ça, j'ai pas besoin de me lever plus tôt et d'y aller. C'est-à-dire, quand je veux acheter mon billet de train, je ne donne pas mon adresse, je ne donne pas mon nom, je paye, je pars, navette, Rabat-Casa, pas de souci. Vouloir l'acheter sur Internet, on se retrouve embarqué dans une procédure où il faut donner son... On peut se connecter avec Google, souvent ça suffit, mais non, pour l'ONCF ça ne suffit pas. Il faut une date de naissance. Je me demande pourquoi ma date de naissance, mon numéro de carte d'identité est utile pour prendre une navette. Je ne parle pas de TGV, là où il y a mon nom. Une navette Rabat-Casa. J'ai dit, ouais, j'ai commencé, j'ai dit non, je ne vais pas le faire. Je vais me lever une demi-heure plus tôt. Et aller discuter à 5h30 avec le monsieur qui vend les tickets, m'asseoir, parce qu'aujourd'hui il y a une belle expérience usagée. Je m'assieds, je suis le seul dans la gare. Et j'ai évité une procédure. C'est-à-dire, le digital ne doit pas être pensé. C'est ça, c'est cette difficulté qui est extrême. Alors, je peux adorer le digital et de temps en temps choisir de ne pas faire digital. Parce que c'est comme ça. On parlait du portail citoyen, etc. Se mettre à la place de l'utilisateur, c'est dire ok, les procédures sont numérisées. Wesh, si on a je pose toujours des exemples extrêmes pour choquer parce que ça réveille. Wesh, si je dois déclarer le décès de mon père, ce que j'ai dû faire à un moment donné, est-ce que je vais le faire sur une application mobile? L'application mobile m'arrête goulik. Vous choisissez son numéro d'identité nationale, vous supprimez du registre national. Là, vous avez besoin d'un humain. Je suis quelqu'un qui adore le digital, mais j'aurais aimé que dans cette histoire, qu'il y ait un monsieur qui m'accueille pour... Là, je veux pas. C'est pour ça qu'il est très important de savoir ce qu'apporte l'humain dans un process et ce qu'apporte le digital et de garder le meilleur des deux. Typiquement, dans le digital ONCF, et là, comme je me permets dans la salle, je suis cheminot, donc je suis cash. L'application, elle me pousse à dire non, je ne veux pas acheter mon ticket sur Internet. Je vais l'acheter de mec. Alors que je paye mes contraventions avec du retard, avec pénalité, mais j'adore le digital. Je paye mes factures sur Internet, je fais quasiment tout sur Internet. Et pour celle-là, je me suis dit non, peut-être pas. Des fois, il faut se mettre... Il faut un formulaire, oui, mais quel formulaire? Pourquoi? L'utilisateur, il l'utilise dans quelles conditions? Là, typiquement, quand l'utilisateur, il est à 1h du matin et qu'il se dit, je vais acheter mon ticket, de toute façon, une demi-heure avant, là, une demi-heure après, c'est pas grave, je le prendrai physique demain. Donc là, l'usager, il n'est pas au centre que de l'administration, il est aussi au centre des entreprises. Je comprends ce que vous dites, mais jusqu'à maintenant, effectivement, la question qui a été posée aujourd'hui, c'était se mettre à la place de l'usager. Et c'est ça ce qui est très important dans le digital. Il ne faut plus penser autrement, c'est le mettre au centre et se mettre à sa place. Et justement, ça, on l'a compris à l'ONCF. Merci. Bonsoir, c'est Alex Conti, je suis responsable de division du canal Al-Barid. En fait, avant de poser ma question, je voulais juste partager avec vous une petite expérience. Donc la banque est née en 2010. Donc en 2011, on voulait faire du mobile banking, comme ça a été en fait donc un projet de la place bancaire. Et donc, le début, on a retrouvé pratiquement toutes des gens même de la boîte qui se disaient mobile, etc. Donc par la suite, lorsqu'on a mis en place l'application avec pratiquement la panoplie de tous les services de virement de compte à compte, de recharge de cartes prépayées, de pratiquement tous les services bancaires, du paiement de factures, ça a été franchement une révolution. Tout simplement, je me rappelle très bien de quelqu'un qui était responsable de l'animation commerciale, qui était en visite à une caserne, je pense au sud du Maroc. Et effectivement, lorsqu'il essayait un peu d'expliquer que effectivement l'application mobile va vous permettre d'envoyer des mandats, d'émettre des virements de compte à compte, de faire beaucoup de choses, le colonel de la caserne il était franchement ébloui.
tout simplement, excusez-moi, parce que un Syed de l'agence, je le confisque pratiquement une journée, toute une journée à l'âge, parce qu'il doit venir à la caserne et prendre pratiquement tous les transferts d'argent de tous les militaires de la caserne. Et ça lui fait, avec les virements de compte à compte, avec les mandats, avec toute la panoplie des différentes opérations, il ramène tout ça à l'agence pour saisir ça sur l'application Front, etc. Franchement, c'est révolutionnaire. En fait, je ferme la parenthèse, mais juste pour ne pas noircir en fait le topo, parce que franchement, j'aime un peu j'aime mon pays, j'aime bien que tout ce développement qui est fait durant ces quinzaines ou bien vingtaine d'années. Le Moqata'a, lorsqu'on a parlé de Moqata'a, effectivement, lorsque je demande le passeport, je le prends après une semaine. Ça, pour moi, c'est une révolution, ça n'était pas le cas du tout. C'est vrai que le SMSTJ, une semaine après récupération, mais bon, c'est des ajustements, d'accord. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites, d'accord. Ne serait-ce que ce paiement de facture sur l'application mobile. Je me rappelle très bien quand j'étais à Casa avec tout, je dois sortir à midi, partir l'agence de la LIDEC, prendre toute la queue pour payer un truc alors que je suis dans ma maison. Je prends la référence de la facture et je paie en instantané. Ça, franchement, c'est génial. Pour quelqu'un qui a utilisé des choses à l'avance et ce qu'il y a eu ce qu'il y a maintenant, franchement, c'est génial. Alors en fait, pour en venir à ma question, est-ce que l'agence du développement du digital n'est pas faite pour ça? Je pense qu'on est amené, vu à tout ce qui se fait dans le monde, avec ce cloud-là, avec tout ce qui se fait, donc nous sommes obligés d'y être. Nous sommes obligés d'y être. J'ai apprécié franchement la présentation, j'ai apprécié le truc là, les 30 process à définir, à digitaliser. C'est vrai, c'est sûr que ça va amener une dynamique, c'est sûr. D'accord? Il faudra juste qu'on s'y mette, il faudra juste savoir qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut en venir, et sûrement la digitalisation, ça va venir. Voilà. Alors ma question c'est ça, est-ce que l'ADD ne va pas effectivement jouer ce rôle-là de digitalisation des Merci. Donc, une dernière question parce qu'on est pressé par le temps. Ça ne sera pas de réponse. Non. Oui, bonsoir, je suis directeur à l'INRP, chargé notamment des sujets de digitalisation. Moi, j'aimerais faire une petite intervention, plus une petite question par rapport à ce sujet de digitalisation. En fait, ce que je préfère utiliser, c'est plutôt la transformation digitale. Parce que la digitalisation en elle-même, aujourd'hui, ne pose pas de problème vis-à-vis de la technologie. Elle existe, on l'importe malheureusement, mais elle existe. Elle répond à tous les besoins, des fois, elle dépasse même nos rêves. Et donc, ce n'est pas vraiment un sujet pertinent, plutôt urgent. Mais ce qui m'interpelle, c'est le terme transformation. Et je pense que c'est ça qui bloque les projets aujourd'hui, c'est la transformation. Parce qu'il ne faut pas transformer uniquement des process, mais il faut transformer une manière de travailler, il faut transformer une manière de collaborer, de communiquer, de voir l'usager, de cette transformation, parce que l'usager fasse confiance, etc. Donc c'est cette transformation qui est pour moi la clé de succès des projets de digitalisation, et ça doit se faire non pas avec les personnes qui maîtrisent la technologie, mais plutôt avec le reste le reste du personnel de l'organisation qui ne voit pas l'intérêt à ce qu'il fait au quotidien, ce qui constitue son travail quotidien, son gagne-pain, se transforme et il se pose la question, là où je travaille, qu'est-ce que je ferai après si ce process se digitalise? Donc il n'y a pas de plan de carrière, on ne prend pas les gens pour leur dire n'ayez pas peur, après vous aurez à faire ceci et cela. Donc cette transformation-là doit s'opérer dans les organisations, entre les organisations, au plus haut niveau. Et des fois même au niveau des décideurs qui dans les budgets, qui prennent des décisions. Donc ma question c'est, est-ce qu'il y a des exemples de gestion de cette transformation dans certains pays
qui a fait qu'on arrive rapidement et d'une manière simple à dématérialiser des choses qui seraient pas imaginables avant. Merci. Finalement, merci beaucoup. Merci pour... Bonjour, Rachid Barabi, DSI Innovation Yazidi et membre de la RUSI. Je vous remercie pour la richesse de vos interventions. En fait, une question et une réflexion. Donc, est-ce que la problématique, c'est pas tout simplement chez l'administration? Est-ce qu'on ne partage pas cette responsabilité? C'est-à-dire nous, en tant que consommateurs, on n'est pas consommateurs. Notre voix, est-ce que notre voix n'est pas entendue? Peut-être parce qu'on n'agit pas, peut-être on n'agit pas en tant que client, pas en tant que citoyen, tout simplement. Parce que si on dans nos mindset, si on change nos mindset en tant que client, tout à l'heure vous avez évoqué la problématique des services qui sont dématérialisés, ce sont des services qui rapportent de l'argent. Parce que le retour sur investissement, on ne le calcule pas. C'est Strat, il l'a bien défini. Donc, si on se focalise sur l'apport et sur le gain que l'État va gagner, et sur cette peur-là de la, soi-disant, la digitalisation va enterrer peut-être des emplois, c'est-à-dire, ça va être un risque pour les pertes d'emploi. Ma question, c'est le rôle de la société civile et l'apport et le poids de la société civile et surtout la responsabilité de la société civile dans cette problématique. Merci. Si, c'est ça là. Commence par vous. Je pense que si on est là avec l'OSIM, c'est bien que la société civile est là. Hein, je veux dire, il n'y a pas de... Ouais, mais Monsieur le Président pourrait parler de tous les membres, du nombre d'utilisateurs qu'il y a derrière l'OSIM. S'il faut encore une autre pour dire la même chose, je pense que c'est pas utile. Il y a un livre blanc. Là, il y a un livre blanc que s'il ment très bien, il contient beaucoup de clés de plein de choses. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'on aime le pays. Je pense que même ceux qui aiment le Barça, ils aiment le pays plus que le Barça, sachant qu'ils savent qu'ils vont rater la première mi-temps. On aime tous le pays. Et c'est parce qu'on l'aime qu'on le défend. C'est parce qu'on l'aime et qu'on sait ce qui est faisable et qu'on a vu ce qui est faisable ailleurs qu'on est là pour dire les gars, il y a moyen de faire des choses extraordinaires. J'aurais aimé qu'il y ait des gens de l'ADD, parce que effectivement leur parler, c'est parler aux bonnes oreilles. Je ne sais pas, je n'ai pas les CV des gens ici, mais est-ce qu'il y a des gens de l'ADD? Nous, on est preneurs. Donner des critiques, c'est aussi parce que peut-être qu'on a des pistes, peut-être qu'on peut... C'est des discussions, on n'a pas de solution clé en main pour dire c'est comme ça qu'il faut faire. Qu'il y ait des débats, qu'il y ait des réflexions, etc., c'est tout ce qu'on veut créer. Créer le débat, c'est déjà une bonne chose. Puis je pense que, je veux dire, si l'ADD est consciente, si les administrations sont conscientes, si les citoyens sont conscients, là ça suffit peut-être pour créer des choses. Moi, pour peut-être juste rebondir sur... Je n'aime pas utiliser le terme transformation digitale. Il a été tellement galvaudé. Il veut dire tout et rien du tout en même temps. Qu'on ne sait pas ce que c'est. Ok, on a l'idée de la science, qui est une digitalisation ou une digitisation ou une numérisation. Tout ça pour ne rien faire. On va prendre le temps de tout expliquer sans jamais rien faire. Maintenant, je prends l'exemple d'Iel Benoît Tota. Il a fait 30 ans dans le monde, 120 000 km, mais il a fabriqué son histoire. La transformation digitale ou la semi-librité, elle se fait, elle ne se raconte pas, elle se fait. Faisons-la ou laissons l'histoire raconter ce qui s'est passé. Donc, appelons-la ce qu'on veut, mais faisons des projets. Pour revenir à l'histoire du ROI, les DSI savent mieux que moi que c'est difficile de mesurer le ROI, surtout qu'il n'y a pas d'argent. L'extrait d'acte de naissance numérique.
Est-ce que la qualité de l'employé qui travaille dedans est comptée dans ce ROI? Est-ce que le bonheur du citoyen qui vient chercher, ou là qui vient même pas chercher son extrait d'acte de naissance, qui reçoit juste un SMS en lui disant il est prêt, vous allez le recevoir. Est-ce que le bonheur rentre dans la formule de calcul? C'est pour une administration encore plus où il y a des choses qui ne sont pas matérielles. La réglementation réelle, un système qui fait correspondre, ou là, un système de conformité. Il nous permet d'être conformes. Quel est son ROI? Rien, mais si tu ne l'as pas, amende. Donc, le ROI est très difficile d'en parler ici, mais en tout cas, je pense que dans la salle, il y a de la réflexion, il y a de la volonté, il y a des gens qui rêvent de ça, il y a des gens qui veulent faire ça, il y a des gens qui attendent que ça soit fait. Tous les ingrédients sont là pour que ça se fasse, il n'y a plus qu'à quoi. Discuter, on pourrait faire des séminaires à longueur de journée. Il faut juste, let's do it, quoi. Merci. Je vais essayer de prendre les questions une par une si vous voulez bien. Je commencerai par la vôtre. Déjà, merci pour votre réflexion en amont. Ma conviction à moi est que c'est peut-être plus important que d'avoir de la conviction et de la volonté d'en. Je vous dis pourquoi. Quand on voit au niveau du Maroc, est-ce que nous sommes d'accord que les citoyens le veulent, cette transformation? Est-ce qu'on est d'accord que nous avons, qu'on le veuille ou non, les compétences humaines pour le faire? Nous avons les compétences financières pour le faire. Maintenant, la vérité, c'est que c'est une transformation qui est difficile. Ne nous mentons pas. Vous êtes dans le métier, donc vous savez, parce qu'il faut changer l'homme, il faut changer les process, il faut changer la technologie, il faut changer la culture. Et des gens, qu'on le veuille ou non, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui vont y voir une opposition parce que ça menace leur métier. Et j'ai envie de dire, parce qu'il y a justement tout ça, qu'il faut que ce soit porté en haut, LH. Parce que c'est difficile. Et s'il n'y a pas de la volonté, et s'il n'y a pas les arbitrages, et s'il n'y a pas un peu de forcing, et s'il n'y a pas la volonté sur le long terme, ça ne marche pas. Donc, de mon humble expérience, le critère numéro 1 de succès des transfos digitales, c'est s'il est porté par le président, par le directeur général de la banque. Oui. Mais celui-là, comme il transverse aux autres, quand on regarde les grandes banques, c'est vrai que là je lui dis en face, CIH, incroyable, c'est un monsieur. C'est un monsieur d'abord. Quand on regarde les grands pays qui l'ont fait, c'est d'abord une volonté en haut, parce que quand on va demain faire un thème 2.0, qu'on le veuille ou non, ben on va avoir 150 000 fonctionnaires qui ne vont pas être contents. La question est, est-ce que l'on est prêt à avoir 30 millions de personnes contentes versus 150 000 qu'il faut gérer? Ou là, parce qu'il y a 150 000 qui font un blocage, on ne fait rien pour les 30 millions. Quand on va arriver à cette question-là, s'il n'y a pas une personne qui a la hauteur pour dire le jeu, on voit la chandelle, je vais le faire, je pense que ça marcherait. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'on puisse y arriver. Le reste, c'est de l'argent, c'est du temps, c'est des moyens, c'est de la persévérance, mais on y arrive. Sur le deuxième point, merci, parce que vous avez 100% raison. On prend un peu de recul, on a critiqué, on a tapé, mais il faut rendre à César ce qui est à César, c'est que, encore une fois, humblement, j'ai honnêtement vu un beau début de choses ces 2 ou 3 dernières années. Je pense simplement que le message ici, c'est de dire on en attend beaucoup plus. Je pense qu'a fait Baliba qui est remarquable, bravo à vous. Et on aimerait que la même chose soit faite au niveau de l'administration. Et on n'y est pas encore. Ça avance, il y a eu 2 ou 3 belles choses. Je donne un exemple qui a été critiqué, mais que je trouve incroyable, c'est la vignette. Vous savez qu'il y avait 2000 fonctionnaires mobilisés pendant 1 mois et demi pour le faire. Avant. Et tant de prestataires derrière. Hein. Il n'y a pas que les fonctionnaires, les prestataires, les imprimeries, machin. Maintenant, il y a 3-4 personnes qui sont dit on va le faire. C'est mieux pour le citoyen, c'est mieux pour les banques, c'est mieux pour l'administration. Et Rednes, désolé pour nous, il se transforme, pour la question tout à l'heure de qu'est-ce qu'on fait de cette transformation, il se transforme en des contrôleurs fiscaux. Les gens qui étaient au guichet deviennent des contrôleurs fiscaux, qui vont rapporter plus d'argent. Parce qu'en amont, il y avait une volonté de vouloir gagner. Sur votre question, la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'il y a une réponse. Et vous avez raison, si je peux me permettre,
c'est un piège que j'en avais un peu différent, c'est que c'est avant tout de la transformation, j'ai envie de dire, avant même d'être digital. C'est-à-dire que souvent, voilà, c'est une couche profonde qu'il faut changer dans les process, dans les gens, dans la loi, dans. Et à la fin, il y a de la petite couche front-end qui est sympa pour l'utilisateur. La bonne nouvelle, par contre, c'est qu'il y a aujourd'hui des vraies méthodologies dans le cadre agile qui permettent d'y répondre. Des notions de product owner, ce n'est plus des informaticiens ou des développeurs pour qui j'ai un respect énorme qui le font, peuvent être portés par le métier. La manière dont on codifie le change management, tout le monde, ça fait peur à tout le monde. La bonne nouvelle, c'est que le change management, c'est aussi à se codifier. Je vois toujours la remarque dire « ouais, mais la culture, là, on n'est pas prêt ». C'est pas vrai. La culture, c'est un problème qui s'affronte contre d'autres. Il y a des manières. Il faut agir sur 4 dimensions. Il faut incentiver les personnes. Il faut les former. Il faut les obliger. Il faut leur montrer l'exemple. C'est 4 choses qu'il faut faire. Et ça se crée. Et ça a été fait ailleurs, dans des endroits encore moins développés que nous. Donc, on va y arriver. Tant qu'il y a en haut le buy-in pour dire « allons-y ». Voilà. Merci beaucoup. Merci aussi, M. Salah. Donc, je crois que c'était une conférence digne des rendez-vous d'Osi. Je vous invite tous à prendre une photo de groupe avant de partir vers le hall où il y a un cocktail dictateur qui vous attend. Merci.